Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Irène et aujourd'hui j'aimerais vous présenter les livres que j'ai lus quand j'étais au Japon. Donc pour le contexte, je suis partie 3 mois au Japon et quand je voyage dans un pays, j'adore lire la littérature de ce pays pour être en pleine immersion, pour connaître davantage la culture, etc. Donc j'avais quelques livres en tête, j'en ai téléchargé d'autres quand j'étais sur place et l'idée aujourd'hui c'est de vous faire un retour sur les lectures que j'ai pu faire quand j'étais là-bas sur le Japon. Donc pour commencer, je vais vous présenter les livres que j'ai en physique parce que la plupart forcément je les ai lus sur ma liseuse, mais je voulais vous présenter ceux que j'ai avec moi, voilà, c'est plus sympa. Donc on va commencer tout de suite par le gros pavé que j'ai lu quand j'étais là-bas, c'est 4 sœurs de Tanizaki. Donc voilà, un beau gros livre qui fait presque 900 pages. Et ça a été une superbe lecture, ça a été le premier que j'ai commencé. Je voulais lire avant d'arriver, mais bon, ça s'est pas fait et finalement ça m'a duré un bon petit moment. Mais j'ai vraiment bien aimé. Le début était un peu lent et en fait plus on se plonge dedans, plus on s'attache aux personnages et plus on a envie de rester avec eux. Donc une superbe expérience. Donc pour le contexte, on suit 4 sœurs, comme son nom l'indique, qui viennent d'une famille aisée au Japon. On est dans les années avant la Seconde Guerre mondiale. Et on a les 2 premières sœurs qui sont mariées, donc l'aînée qui vit avec son mari et la seconde qui vit avec son mari et notamment les 2 sœurs plus jeunes qui veulent rester avec elle, même si c'est quelque chose qui ne se fait pas trop au Japon. Et c'est là où justement on va commencer à apprendre la culture japonaise, donc comment ça se passe dans les familles aisées, les règles, les choses à faire, les choses à ne pas faire et notamment comment ça se passe autour du mariage, en sachant que quand on vient d'une famille aisée et à cette époque-là, ça passait par un intermédiaire. Donc il y avait des règles à suivre, des choses à faire, des choses à pas faire et on suit pendant ce gros pavé la seconde sœur qui essaye de trouver un mari pour la troisième et les difficultés qu'elle rencontre, les différents maris qui lui sont présentés, mais tout ça avec tout le contexte du Japon. Donc on suit beaucoup la quatrième sœur qui, elle, pour le coup, est très indépendante, qui vit avec son temps, donc avec forcément les choses qui changent, il commence à mettre des pantalons, ce genre de choses. Donc voilà, une grosse épopée qui se passe au final que en 2-3 ans, mais avec beaucoup de changements, dans lequel on apprend énormément de choses. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant et pour le coup, je me suis beaucoup attachée au personnage et quand on est arrivé à la fin, j'avais envie d'avoir une suite quoi. Voilà, donc je ne peux que le recommander. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais un super livre. Voilà. Le deuxième livre que j'ai avec moi ici, c'est alors une petite étiquette, mais c'est Histoire du Japon et des Japonais des origines à 1945 de Edwin O. Reischauer. Donc c'est de la non-fiction. Hein. C'est un livre qui raconte l'histoire du Japon. Il est pas très gros, il fait même pas 300 pages. Et il traînait dans ma bibliothèque depuis des années. Je crois que c'est ma mère qui me l'avait passé quand elle faisait le tri dans la sienne. Je me suis toujours dit que ça pouvait être super intéressant de le lire, mais bon, c'est pas ce que je lis d'habitude. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion, je pars au Japon, j'ai envie d'en apprendre un peu plus. Et honnêtement, j'ai adoré ma lecture. Surprenamment, ça se lisait en fait très bien. Je suis pas trop habituée à lire des livres d'histoire, mais pour le coup, ça m'a donné envie d'en lire plus. C'était très bien écrit, c'était très intéressant. On suit vraiment des origines de 1945 et en effet on part vraiment du tout début. Donc on a quelques pages sur les origines, on va dire préhistoriques de l'île.
Et en fait, à travers ce livre, on comprend un peu d'où vient le Japon, comment elle s'est construite, que ce soit de manière voilà, géographique, historique, culturelle. On en apprend sur la politique, on en apprend un peu sur la religion. Donc forcément, on n'a pas le temps de tout explorer en profondeur, mais on apprend quand même plein de choses. J'ai beaucoup aimé... des fois, il y avait des parallèles entre l'Europe et le Japon, parce que notamment, un des gros sujets dont l'auteur parle, c'est que le Japon fait partie, en tout cas, après la Seconde Guerre mondiale, elle a commencé à faire partie des grandes, et même avant la Seconde Guerre mondiale, elle faisait partie des grandes puissances mondiales, et c'était le seul pays en dehors de l'Europe et des États-Unis à faire partie de cette grande puissance mondiale. Et donc, comment elle en est arrivée là, et c'était vraiment très très intéressant. Alors, j'ai pas lu la suite, je sais qu'il y a une suite donc de 1945 à nos jours, je crois. Je l'ai pas lu, peut-être que je le lirai, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'histoire du Japon, je ne peux que le recommander. Je sais pas s'il est toujours édité, mais super intéressant. Ensuite, donc, les derniers livres que j'ai en physique, ce sont des livres qu'en fait j'ai achetés quand je suis rentrée au Japon. C'est-à-dire que je les ai lus sur ma liseuse, je les ai adorés et je me suis dit, ok, je les veux dans ma bibliothèque. Donc je suis rentrée, je les ai achetés. Et ce sont, donc il y en a deux. Alors, nous avons La papeterie Tsubaki et La République du Bonheur de Ogawa Ito. Voilà, donc ce sont, c'est la suite. Celui-ci c'est le premier et celui-ci c'est la suite. Donc j'en avais entendu parler sur la chaîne. Alors je me souviens plus le nom, je pourrais toujours l'écrire. Mais pareil, un super livre sur le Japon. Donc ici on suit l'histoire de cette femme qui revient au Japon après être partie à l'étranger. Donc suite à la mort de sa grand-mère qui tenait une papeterie. Donc elle revient, elle reprend la papeterie qui est à Kamakura, une ville que j'ai visitée, donc forcément on sent tout de suite plus lié à une histoire quand on connaît le lieu. Et c'était une superbe lecture en fait. Je vais en prendre qu'un seul, c'est plus léger. C'était une superbe lecture, c'était très doux en fait. J'ai beaucoup aimé parce qu'on suit donc cette femme dans sa vie un peu de tous les jours, donc voilà, sa relation avec sa voisine, sa relation avec ses clients, sa visite de la ville. Donc c'est très, c'est même très japonais, on peut dire, dans le sens de, ouais, très doux, du jour à jour. Et en fait, on suit également dans cette histoire donc les clients qui viennent dans la papeterie pour lui demander d'écrire des lettres, parce que son deuxième boulot c'est, alors attendez, comment ça écrivain public, voilà. Donc elle est également écrivain public, donc elle écrit pour des personnes et lorsque les clients viennent, ils lui racontent son histoire, enfin leur histoire, et on a également tout le processus, et ça j'ai beaucoup aimé, tout le processus en fait de rédaction d'une lettre dans lequel donc le personnage va expliquer quel type de lettre, quel type d'encre, quel type de stylo, pourquoi, parce qu'il y a des intentions en fait derrière chaque choix. Et ça, j'ai trouvé super intéressant. Je suis pas forcément dans la papeterie, mais ça, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, donc j'ai adoré. Et en plus, dans le livre, on a donc les écritures. Alors, je vais vous trouver un passage. Voilà. Donc, par exemple. Voilà, ici, on a un exemple de lettre et on en a plusieurs et donc il nous montre en effet le style en fait de l'écriture. Donc un stylo un peu fin avec une écriture un peu aérienne, ce genre de choses. Et c'est aussi une raison pour laquelle je voulais en physique, c'est pour pouvoir, voilà, par exemple, on a un autre exemple donc qui est un peu différent. Ouais, donc je ne peux que recommander et voilà, on la suit dans ses réflexions, sa relation avec sa grand-mère qui est morte également, donc qui se passait pas très bien et comment elle arrive à accepter certaines choses qui se sont déroulées dans le passé. Donc voilà, et le deuxième,
hop, ici que j'ai beaucoup aimé, un petit peu moins que le premier je pense, peut-être parce que j'ai tellement adoré le premier, mais qui reste également voilà, très sympa, très doux, donc c'est vraiment la même trame, on a encore des clients qui viennent, qui racontent leur histoire, et sa vie personnelle par contre change, puisque elle a rencontré un homme qui a une enfant, et avec qui elle se marie, et donc là c'est plus, elle se pose plus des questions sur la famille, sur le bonheur, et voilà, et elle se pose ses questions, elle y répond, donc c'est, encore une fois c'est très doux et très agréable à lire, je ne peux que recommander. Dans les livres que je ne vais pas pouvoir vous montrer, il y en a d'autres. Nous avons donc je lis mes notes, Le Grand Miroir de l'amour mâle de Seisaku. Donc, je suis tombée sur le nom de cet auteur un peu par hasard. Je devais lire voilà, d'autres écrits, et j'ai dû tomber dessus. Je me suis dit, ok, très bien, prenons un de ses écrits et lisons-le. Et j'ai décidé de lire donc Le Grand Miroir de l'amour mâle, qui est une série de plein de nouvelles sur l'amour mâle, donc sur l'amour homosexuel. Qui est très intéressant parce que ce livre a été écrit, alors je ne sais plus à quel siècle, mais quelque chose comme le XVIIe siècle. Voilà. Donc ouais, Le Grand Miroir de l'amour mâle a été écrit au XVIIe siècle. Donc j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un ouvrage de cette époque du Japon qui parle de l'homosexualité, et je veux dire, honnêtement, la préface était plus intéressante de mon point de vue que les nouvelles, puisque la préface expliquait justement la vision qu'avaient les Japonais sur l'homosexualité à cette époque, qui n'était pas quelque chose qui était dénigré du tout, mais qu'il y avait surtout cette relation, on va dire, maître-élève. Donc le plus âgé qui se choisit à un jeune garçon tout pur, presque prépubère, donc bon, particulier, mais soit. Et dans les nouvelles, donc on en suit plusieurs, et oui, c'était sympa, c'est beaucoup de... Bon, il y a beaucoup de drama, donc ce sont des samouraïs qui vont donc soit mourir par amour, soit voilà, des trahisons, des jalousies, etc. C'était quand même assez amusant à lire. Je sais qu'il y a un deuxième livre qui se porte donc sur l'amour mâle également, mais plutôt chez les artistes, tandis que ce premier livre était centré sur les samouraïs. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, c'est Le Mineur de Natsume Soseki, que j'ai adoré. Alors là, pareil, c'était un grand coup de cœur. J'ai lu la première page, j'ai lu la première phrase, et là je me suis dit, ok, ça va être très très amusant. Je me suis dit que je pouvais vous la lire aussi parce que ça donne le ton du récit. On lit cette première phrase, voilà, ok, on va partir dans ce type d'aventure. Ok, alors, sur ma liseuse. À quoi rimer pour moi de marcher, et encore marcher dans des lieux plantés uniquement de pins? Pourquoi diable est-ce que je continue d'avancer si ces pins, eux, ne se manifestaient pas davantage? J'aurais mieux fait d'emblée de rester en place, de fixer de près un arbre, et de jouer à qui rirait le premier. Voilà, donc c'est très ironique, très sarcastique, et on a ce ton durant tout le récit. Il est pas très long, et on suit ce jeune homme qui est complètement désabusé, qui fuit sa famille. C'est un jeune homme de 18 ou 19 ans, je crois, qui fuit sa famille à Tokyo. Et sur sa route, en marchant, il rencontre cet homme qui lui propose de devenir mineur. Ce jeune homme, donc, qui à l'origine partait pour se suicider, ne sait pas quoi faire de sa vie, il a prévu de mourir, et quand on lui propose de devenir mineur, il se dit, en soi, pourquoi pas, et donc il le suit. Et en fait, c'est tout ce parcours-là. Donc c'est sa rencontre avec ce monsieur, ce changement de perspective entre je veux mourir, autant être mineur. Il suit cet homme en prenant le train, en marchant, avec ses réflexions un peu sur la vie, et en sachant que celui qui raconte l'histoire, c'est lui beaucoup plus âgé. Donc on sait qu'il aura vécu sa vie, et il a ce regard sur lui-même qui est très intéressant, c'est-à-dire que
Il le dit lui-même, j'ai énormément changé, je ne suis plus l'homme que j'étais, et il se moque un peu de la personne qu'il était. Il se moque des réflexions qu'il avait, mais voilà, il part dans ses réflexions et ensuite il va s'en moquer. Donc voilà, c'est très amusant comme lecture, moi j'ai vraiment bien aimé. Et ensuite, donc on a l'arrivée dans la mine, qui est pas le principal du récit, hein, même si ça s'appelle le mineur, mais on a quand même une partie dans la mine. Et pareil, ça reste très intéressant. C'est pas le livre pour découvrir les conditions de la mine, mais on découvre certaines choses et on a encore une fois sa relation de jeune maître de Tokyo éduqué qui est en complet décalage avec ces mineurs qui forcément sont sales, n'ont pas d'éducation, et en fait ce décalage où il se dit ok, j'ai touché le fond, c'est une bonne chose, c'est ce que je voulais, mais en fait qu'est-ce que je fais là? Donc toutes ces réflexions et avec vraiment encore une fois ce ton et cette écriture qui était vraiment agréable et très amusante à lire, donc je ne peux que le recommander. Le livre suivant s'appelle Pays de neige de Yasunari Kawabate. Donc celui-là, je l'ai vu passer sur les réseaux. Un petit livre très court qui parle du Japon et surtout du Japon en montagne, sous la neige. Et moi, faut savoir que j'adore ça, j'adore la neige, j'adore la montagne. Je suis partie skier au Japon. Et quand je me suis posée dans ma petite auberge après ski, je me suis dit ça va être le livre parfait. Et là, déception, honnêtement, je suis passée complètement à côté de ce livre. Ça m'a pas du tout donné ce que je voulais. Ouais, je ne sais pas comment vraiment expliquer tout ça, mais on va dire que les descriptions de la nature et de la neige il n'y en avait pas tant que ça. Ça m'a pas transporté, et l'histoire en elle-même. Donc on suit cet homme qui peut-être à Tokyo, je ne sais plus, qui vit dans une grande ville et qui pour les vacances, je crois, oui pour les vacances, monte à Sapporo, donc qui est la grande île du Nord, donc là où il y a des montagnes, il y a du ski, etc. Et là, il rencontre une femme alors qu'il est marié. Et il commence une histoire d'amour, mais pas vraiment, parce que il est marié, qu'il a pas vraiment des sentiments pour elle, mais quand même un petit peu. Et en même temps, il croise cette femme dans le train et il développe un crush sur cette femme. Et ouais, ok, donc tu es un homme marié qui trouve une femme en vacances, tu la trouves sympathique, donc t'as envie d'être avec elle. Et puis tu vois une femme dans le train, tu la trouves belle, donc t'as envie d'être avec elle. Ouais, bon, c'était pas l'histoire, non, ça m'a pas plus intéressé que ça. Et comment c'était raconté, moi je me suis pas attachée au personnage, donc forcément j'avais pas envie de le suivre dans ses aventures, quoi. Et voilà, il y a pas grand chose d'autre à dire de plus. Voilà, l'histoire était sans grand intérêt, j'ai trouvé. Le personnage principal, je me suis pas attachée. Et les descriptions que j'attendais de la neige, etc. non pas... Bon, il n'y en avait pas tant que ça, donc... Voilà, c'était pas ma lecture préférée, on va dire. Ensuite, pour ma lecture suivante, j'ai lu À travers la vitre de Natsume Soseki. Donc le même auteur qui a écrit Le mineur. Et pour le coup, j'ai été un petit peu déçue, je suis restée sur ma faim. C'est-à-dire que cet ouvrage, alors c'est un très petit ouvrage et ce sont plus une série de réflexions en fait de l'auteur où il va parler un peu de sa vie de tous les jours, des gens qu'il rencontre. J'avoue que je m'en souviens plus énormément, donc voilà, ça m'a pas énormément marqué. Je l'ai lu, c'était sympa. Mais oui, c'est l'auteur qui parle de sa vie. Voilà. Ensuite, j'ai lu Le vide et le plein de Nicolas Bouvier, qui est un auteur français, je crois. Donc pas japonais, mais qui parle du Japon. Donc j'avais quand même envie de le lire là-bas. Et là, pour le coup, un peu comme À travers la vitre, c'est une série de réflexions de l'auteur, mais là, pour le coup, j'ai beaucoup plus accroché, j'ai adoré.
On suit en fait donc Nicolas Bouvier qui a déménagé plusieurs fois au Japon. Donc là, il raconte quand il a déménagé, je crois pour la 2e fois, il y reste 1 an ou plus. J'avoue que je me souviens plus des détails. Et on a plein de petites réflexions. Donc voilà, c'est des petits paragraphes où il raconte sa vie au Japon. Et en fait, je me suis tellement reconnue dans ce qu'il disait, pas parce que j'ai vécu au Japon, mais sur certaines réflexions. Donc moi j'ai pas d'exemple précis en tête, mais à un moment il dit je vais marcher, j'ai envie de marcher, randonner, voyager, mais je peux pas me poser là-bas. Les seuls endroits qui sont plats, ce sont les rizières et les cimetières. Donc je ne peux pas bivouaquer. Et moi qui avais prévu de bivouaquer là-bas, je m'étais fait la réflexion avant de lire ce commentaire et je me suis dit ok, c'est marrant, on voit le Japon en fait avec les mêmes yeux. Et il parle beaucoup en fait de la différence entre les Japonais des villes, Japonais des campagnes, où en effet en ville tout est très cadré, il faut suivre énormément enfin voilà, ça se passe d'une certaine manière, c'est très difficile de rencontrer des gens, de développer une amitié avec certaines personnes, etc. Tandis qu'en campagne, tout le monde est super ouvert. Et autant donc la partie des villes, bon, en tant que touriste, je l'ai pas forcément senti, mais c'est vrai que ça s'est énormément rapproché avec ce que je lisais des 4 sœurs de Tanizaki. Donc là, j'ai pu faire un parallèle, c'était super intéressant. Et ce qu'il disait sur les Japonais des campagnes, qui sont totalement différents, qui sont super ouverts, super accueillants. Moi, je me suis un peu baladée seule dans des villes pas forcément super touristiques. Et en effet, les Japonais sont super sympas. J'ai beaucoup de personnes qui venaient me voir pour papoter, on n'arrivait pas à communiquer parce qu'ils ne parlaient pas anglais, je ne parlais pas japonais et pourtant on discutait. Je ne sais pas comment, mais on discutait et ouais, donc il y avait tous ces parallèles entre ce qu'il disait et ce que je ressentais. Il y avait pas mal de réflexions également sur le voyage. Et moi qui étais en voyage, là aussi j'ai pu faire des parallèles et j'ai vraiment bien aimé ça, de suivre ce narrateur qui a la même vision ou des visions qui se rapprochent ou des réflexions qui peuvent nous apporter. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Le vide et le plein de Nicolas Bouvier, je ne peux que le recommander, surtout si vous voyagez au Japon. C'est vrai que sans ce contexte-là, je ne sais pas si vous auriez autant de plaisir à le lire. Mais ça vaut quand même le coup, j'étais très contente de ma lecture. Et également d'un auteur, ou je dirais d'une autrice française, c'est L'impossible retour d'Amélie Nothomb, qui raconte son retour au Japon. Je crois que c'est son 3e retour là-bas, en sachant elle est née là-bas, ensuite elle y est retournée quand elle avait la vingtaine pour faire sa vie là-bas, mais elle n'a pas réussi, elle a dû rentrer. Et elle est rentrée en France. Et là, c'est un nouveau retour. Non, du coup, c'est son 4e, parce qu'elle est également retournée avec son père. Et là, c'est son 4e, où elle y retourne avec son ami. Et en fait, elle raconte, ses vacances au Japon. Donc c'est pas exactement ce que j'attendais de la lecture. Je m'attendais à plus de réflexions très introspectives, très personnelles sur justement le retour dans un pays. Sur le Japon, c'était beaucoup plus factuel. C'est-à-dire qu'elle part en vacances avec son amie, elles sont parties pour cette raison-là, elles sont arrivées là, elles ont fait ci, elles ont fait ça. Mais ça restait quand même très amusant. C'est du Amélie Nothomb, donc ça reste toujours très amusant à lire, très divertissant. Elle parle notamment de Kyoto que j'ai visité. C'était cool de faire le lien entre ce qu'elle visitait, ce que j'ai visité, à Tokyo aussi notamment, les quartiers qu'elle visite, et de reconnaître en fait les noms des stations de métro, les noms des quartiers, c'est toujours cool, quoi. Mais donc une bonne lecture, très divertissante, sans un grand fond sur le retour au Japon, mais aussi très sympa à lire, donc je le recommande, surtout en plus si vous connaissez un peu le Japon, c'est d'autant plus amusant à lire. Bien, je crois que j'en ai fini avec toutes les lectures que j'ai lues quand j'étais au Japon. Alors, toutes les lectures que j'ai lues
quand j'étais au Japon sur le Japon. Parce que bien sûr, j'ai lu d'autres choses pour diversifier un peu. Mais j'en ai fini, donc dites-moi si vous les avez lus, si vous les connaissez, si vous avez d'autres recommandations à faire. Je serais ravie d'allonger ma liste parce que j'en ai d'autres que j'aimerais énormément lire sur le Japon, mais je serais ravie d'allonger ma liste des livres sur le Japon ou écrits par des Japonais. Donc n'hésitez pas à me donner des recommandations et je vous dis à la prochaine fois. Merci.